Mais c'est moi qui vous remercie d'être là d'abord. Et ensuite, je vous remercie vous aussi, mais juste après l'ensemble des assistants, pour votre introduction, qui, je crois, est tout à fait fondée. Il est assez difficile de résumer l'ensemble de l'ouvrage que certains ont considéré même comme quelquefois un peu trop resserré. Et lorsque j'ai la chance de parler devant un public aussi averti que le vôtre, d'autant qu'il y a ici des jeunes qui ont aujourd'hui 20 ans ou à peu près, je suis plutôt tenté de répondre à vos questions ou à vos contestations que de vous résumer cet ouvrage. Je vais essayer de concilier ces deux objectifs en vous présentant les questions qui m'ont le plus, sinon passionné, du moins interrogé. Et une fois de plus, je serai vraiment très content de répondre aux questions que je vais essayer de susciter. Cet ouvrage s'appelle « La domestication de l'humain ». À vrai dire, j'eusse préféré un titre comme « La domestication de l'espèce humaine ». Vous allez voir pourquoi. Puisqu'il s'agit pour moi d'un ouvrage plus ethnologique, économique d'ailleurs, qui concerne l'avenir de notre espèce. Et je crois réellement, pour des raisons que je vais vous donner et qui susciteront vos questions, je crois vraiment que notre espèce est en voie d'une domestication croissante et qu'il nous est très difficile de nous imaginer dans un siècle. Simplement, et ce sera ma première réflexion de début, imaginez-vous en 1900 et imaginez-vous dans l'incapacité totale, ou à peu près, même pour Orwell, qui a écrit un peu plus tard, de vous imaginer ce que serait notre société aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je crois que nous ne pouvons pas imaginer la société de demain. Je suis parti dans cette réflexion qui est une tentative d'imagination, une insatisfaction à l'égard des deux grands auteurs du XIXe siècle, du moins pour ce qui concerne notre sujet, c'est-à-dire Saint-Simon et Marx. Saint-Simon et Marx ont, et ce fut mon point de départ, ont, je crois, la grandeur qui consiste pour les deux à imaginer l'évolution. On ne parlait pas encore de l'espèce, puisque on s'imaginait toujours, et vous savez que c'est assez récent, que nous étions la seule espèce, que les autres ne concernaient pas ou ne pouvaient pas être comparés à nous. Or, tous les deux ont effectivement imaginé, ils sont tous les deux très optimistes. Saint-Simon, d'où, comme vous le savez, le club Saint-Simon, qui est celui des optimistes, imaginait une société guidée par le progrès technique. Mais ce progrès technique devait amener la liberté. Pas l'égalité pour Saint-Simon, mais la liberté pour tous. C'était une vision optimiste. Marx, c'est la même chose. C'est un peu plus complet, me semble-t-il, que Saint-Simon, parce que c'est beaucoup plus englobant dans l'ensemble des sciences sociales. Mais pour Marx, sous réserve, la différence entre les deux, si j'ose dire, est presque épisodique. Puisque bon, il y aura une révolution pour Marx, mais après la révolution, le prolétariat enchanté suscitera aussi une société pleine de liberté, et pour Marx aussi, sinon d'égalité, parce qu'il n'était pas aussi égalitariste que nos républicains d'aujourd'hui, mais en tout cas de moindre inégalité, puisque c'est l'inégalité qui va causer la révolution. Mais tous les deux avaient une vision très optimiste du futur de l'espèce humaine. Et ils avaient tous les deux, et voilà mon point de départ, ils avaient tous les deux ce qui m'a semblé toujours être une insuffisance très curieuse pour Marx, comme pour Saint-Simon, pour les deux. Tous les deux aussi à associer. Ils ne se demandaient pas d'où venait la science. Pour les deux, pour Marx comme pour Saint-Simon, c'est les progrès scientifiques qui, à partir du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières,
vont déterminer toute l'évolution de l'espèce, ce qui d'ailleurs est le cas. Mais aucun des deux ne se demande d'où vient ce progrès scientifique. En tout cas, d'où vient la connaissance scientifique. Et en particulier à mesure que nous avançons à travers le 19e siècle, puis le 20e, c'est-à-dire que là, je vais aller très vite, nous connaissons à la fois la révolution industrielle, puis la révolution électrique, puis aujourd'hui la révolution digitale et robotique. Pour tous les deux, cette évolution qui fait de la physique la grande science actuelle, ne se demande pas d'où ça vient. Est-ce que c'est quelques esprits comme ça, des illuminés qu'on peut d'ailleurs très peu, qu'on ne peut même pas, pour certains, avoir la destinée de Galvani, de Maxwell et d'autres, auxquels on donne une vague chair universitaire, et qui vont être à l'origine de tout ce que nous sommes aujourd'hui. Ils ne se demandent pas ni pourquoi ni comment. Pourquoi? Ça a été mon point de départ, et très rapidement j'en suis arrivé, après cette interrogation, à un constat. Le constat de notre société actuelle, avant de la prolonger avec vous, puisque c'est là où je vais donner matière à vos questions. Premier constat, les êtres humains, à l'heure actuelle, au terme de ce progrès qu'on nous a présenté, aussi bien Saint-Simon que Marx, comme générateur de nos libertés individuelles, ce fameux progrès enferme chacune de nos vies de plus en plus. Nous sommes désormais enfermés, c'est l'enfermement de l'humain, alors que les chasseurs-cueilleurs se baladaient toute la journée, alors que les paysans circulaient dans leurs villages et dans leurs champs. Nous sommes désormais dans les appartements, en général exigus, surtout à Paris, compte tenu des prix des mètres carrés. Nous ne sommes plus à nous balader dans les champs, mais nous sommes dans des bureaux. Alors, de temps en temps, on abat un peu les murs pour qu'on ait l'espoir, en tout cas, la sensation d'un espace. Mais nous sommes enfermés dans les bureaux. Nous sommes enfermés aussi dans ce qui nous amène de nos habitats vers les lieux de travail. Chacun y sont d'ailleurs enfermés de plus en plus longtemps. Bref, la liberté qu'on nous proposait n'est sûrement pas une liberté physique, c'est au contraire un enfermement croissant. Deuxième enfermement qui va aller assez loin, et c'est celui-là que nous ne pouvons pas prévoir dans un siècle. Vous ne pouvez pas prévoir, imaginer, ni même vous le vivrez plus que nous, sûrement, c'est l'évolution de la robotique. Là aussi, on a eu l'impression pendant un premier temps que la robotique nous libérait du travail. C'était une liberté d'être se substituer, que la puissance des machines se substitue à nos muscles. C'était la première révolution robotique. Puis il y a eu une seconde révolution robotique qui est, que nous connaissons déjà, de mettre des robots un peu partout. Vous savez qu'on prépare à l'heure actuelle, c'est d'ailleurs une entreprise non négligeable, j'y reviendrai, qui va vous le présenter, une voiture électrique entièrement télécommandée. Vous n'aurez plus à la conduire. Ça ira tout seul, elle se conduira toute seule. Donc vous serez dépossédé de votre pensée, de vos actes dans la conduite. Alors ça va plus loin, il y a une troisième révolution robotique dont on ne vous parle pas, sauf 2 à 3 auteurs américains. C'est normal parce qu'ils sont quand même sur les lieux de ce qui se passe. C'est que c'est l'alliance de la robotique et des recherches sur l'intelligence artificielle. On ne vous parle pas de l'intelligence artificielle parce qu'on ne veut pas vous dire ce qui est en train de se faire. Et ce qui est en train de se faire, nous en avons un exemple qui, lui, est un exemple concret. C'est que pour la première fois, les nouvelles chaînes de production de voitures aux États-Unis seront commandées à la fois par des robots et par des humains. Mais pour la première fois, l'intelligence artificielle permet aux robots de commander l'ouvrier. C'est-à-dire de dire à l'ouvrier
comment il doit s'adapter. C'est le robot qui le fait. Donc il y a désormais l'organisation effective, une communication intellectuelle entre le robot programmé et l'humain qui obéit au robot. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la liberté de l'ouvrier qui obéit n'existe plus, bien que bien sûr le robot ait été programmé, bien qu'il y ait des gens qui scientifiquement aient conçu un programme tel que le robot puisse commander à l'humain. Cet enfermement croissant et cette dépossession de l'individu s'est indiscutablement accru et a pris un nouvel, c'est pour ça qu'on appelle ça un nouvel âge, c'est le nouvel âge numérique ou digital, comme vous voudrez. Moi je l'appelle digital parce que je vois les petites mains qui, dès l'âge de 2 ans ou 3 ans maintenant, s'activent de façon très astucieuse sur les claviers. Cet âge digital, je vous donne un seul chiffre et puis après 2 ou 3 brefs précisions. Désormais, les chiffres venant des États-Unis, qui étant d'obédience germanique, sont toujours très précis quant aux statistiques. Les individus passent en moyenne 3 heures devant la télévision par jour, 3 heures devant les écrans de leurs objets digitaux, soit 6 heures par jour. 6 heures par jour plus 8 heures de travail, ça fait, aux États-Unis, ils travaillent quand même 8 heures. Ça fait 14, et il reste 10 heures, 8 heures pour dormir, il en reste 2 pour déjeuner, vaguement converser physiquement, si je le dis. Alors cet âge digital, ça veut dire quoi? Alors, il y a un ethnologue fort intéressant qui est italien, qui a bien montré que l'usage désormais de tout ce qui permet l'existence même des réseaux nous conduit à ne plus apprendre. Petite anecdote, là aussi, je crois, c'est la raison pour laquelle on ne veut pas en parler. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité depuis le néolithique, l'enseignement de l'écriture commence à être supprimé dans l'enseignement primaire américain. Ce qui n'est pas sans... J'ajoute d'ailleurs que les Chinois n'étaient toujours pas passés, c'est pas par hasard que je le dis, à un mot à plusieurs syllabes. Le chinois est monosyllabique. Donc quand vous êtes monosyllabique, il suffira d'un rien pour que chaque syllabe se traduise en 2 touches ou en 3 chiffres. Et que ainsi, très rapidement, c'est pour ça que je vous demande de vous projeter, ne fût-ce qu'à cette occasion, dans un siècle où vos enfants ou petits-enfants, sur lesquels on parle beaucoup dans les réseaux de télévision, il n'est plus nécessaire d'apprendre. Il n'est plus nécessaire d'apprendre, en plus, puisque vous appuyez sur Wikipédia et vous avez immédiatement toutes les connaissances dont vous paraissez avoir besoin. J'ajoute ici, je le dis publiquement, que 80% de ce qui s'écrit, des livres que l'on vous présente, sont souvent des copies très rapidement rédigées des articles que vous voyez sur Wikipédia. Dans les universités, on a été obligé de supprimer les travaux d'inscription, les mémoires nécessaires à l'inscription, tout simplement parce que nous recevions très rapidement 10 mémoires absolument identiques qui étaient sur quelque sujet que ce soit, 10 articles de Wikipédia. Donc la paresse d'apprendre, il y a plus que la paresse d'apprendre, parce que les gens ne passent pas 3 heures par jour, si j'ose dire, pour ne pas apprendre dans les réseaux sociaux. D'abord, ce qu'on ne vous dit pas, quand les statistiques ont disparu. Entre parenthèses, je reviendrai à cet aspect, parce que je ne l'ai pas traité. Et donc, c'est toujours ce que je n'ai pas traité qui m'intéresse plus particulièrement. On ne vous dit pas que pour les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, 50% des messages sont des messages d'ordre sexuel. 50%. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a supprimé les Américains eux-mêmes, qui ont un magnifique fédéral bureau du sexe, avec
des statistiques remarquables, ont supprimé les statistiques sur l'ensemble des échanges. Les échanges des réseaux sociaux sont, vous pouvez le voir aussi en voyant les audiences télévisées, les réseaux sociaux à l'heure actuelle sont à 80% faits de bavardage. C'est-à-dire, il m'a dit, tu l'as dit, est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu lui dirais si, etc. Bon. Bavardage qui est désormais mécanisé, et qui se fait sans présence physique, c'est-à-dire sans qu'on puisse contester, sans qu'on puisse interrompre celui qui nous parle. Ceci conduit à une extension évidente du narcissisme, dont nous sommes tous victimes et tentés. Les gens parlent d'eux en permanence. J'ai fait, j'ai dit, il m'a dit, qu'est-ce que tu lui as dit, etc. Ce narcissisme va plus loin, ça j'ai été très frappé par un site particulier. Ce narcissisme conduit maintenant au jeu de rôle. Ben, il faut quand même savoir que les deux sites qui se sont les plus rapidement développés, ce sont les sites qui permettent à chacun d'entre nous de choisir un avatar. C'est-à-dire de choisir un autre individu. Bien évidemment, celui que nous voudrions être ou celui avec lequel nous voudrions jouer. Cet avatar, c'est très loin, parce qu'à l'heure actuelle, vous avez un réseau où les avatars parlent entre eux en tant qu'avatars. Mais attention, ils échangent entre eux. C'est pas du bitcoin. Ils échangent entre eux des biens. C'est-à-dire qu'ils créent des maisons imaginées qu'ils se vendent entre eux. Donc il y a désormais, avec cet âge digital, une évasion ludique qui devient totale, et dont nous ne savons pas très bien jusqu'où elle peut aller, jusqu'où pouvons-nous jouer à être qui nous voulons être, avec ceux qui d'ailleurs communiquent avec nous, parce que justement nous ne sommes pas ce que nous sommes. Et nous sommes ce qu'ils voudraient eux, ou celui avec lequel ils voudraient correspondre. Donc, l'âge digital plus l'intelligence artificielle, indiscutablement, nous conduit dans un monde tout à fait nouveau, où nous sommes dépossédés de nos corps, enfermés, et qu'on le veuille ou non, amenés à communiquer entre nous sans nous voir. Vous le savez, à l'heure actuelle, c'est un des arguments du commerce de proximité. Enfin, dans un village, et les villages où les commerces de proximité disparaissent, comme les librairies, disparaissent justement à cause de cet âge digital. Alors, est-ce qu'il nous reste, je sais qu'il y a un certain nombre de jeunes et de moins jeunes comme moi qui éprouvent ce sentiment. À quoi devons-nous ça? Nous devons ça à un phénomène. La France est un pays, vous savez, je vous promets, ce n'est pas de la critique que certains accusent les Français de se critiquer très volontairement eux-mêmes. Enfin, la France est un pays invraisemblable, à commencer par vous, les jeunes, que je mets en cause là. C'est que la mondialisation a été. On n'en a pas parlé en France. Hein. La mondialisation, c'est M. Reagan. Hein. M. Reagan qui savait à peine lire ou écrire et qui vivait avec des petits morceaux de papier que glissaient ses conseillers pour qu'ils puissent répondre aux questions. Mais avec Reagan, la mondialisation a été opérée sous l'égide des grandes entreprises américaines, des grandes multinationales qui éclataient dans l'univers américain d'abord au XIXe siècle, puis occidental ensuite, et qui voulaient se mondialiser. Et elles se sont mondialisées effectivement. Et dans toutes les grandes activités économiques, vous voyez à l'heure actuelle un certain nombre de grandes entreprises. Je parle d'abord des entreprises de la sphère dite réelle, c'est-à-dire celles qui produisent des biens ou des services. Un tout petit nombre qui, à l'heure actuelle, détermine entièrement le marché et qui surtout détermine entièrement les innovations dont nous venons de parler et qui vous propose tous les jours, non sans raison, un petit téléphone portable nouveau avec une application nouvelle. Maintenant, il y aura des téléphones portables avec 110 applications qui ne serviront à rien. Vous avez vu que Samsung vient de sortir hier. Maintenant, le téléphone rechargeable automatiquement, ce qui n'ajoute pas grand-chose. Il n'aurait plus à le recharger avec une prise
vous mettrez sur un petit rond magnétisé et il sera rechargé. Indiscutablement, et vous le voyez aussi aux queues qui se sont constituées sur les Champs-Élysées à l'arrivée des nouveaux modèles d'Apple, qui nous incline, nous amène, nous oblige presque à acheter le nouvel exemplaire d'un poste de communication quelconque. Ça, ce sont les entreprises de la sphère réelle. Mais la mondialisation, c'est surtout la mondialisation des entreprises financières. On ne vous le dit pas non plus, mais enfin, il suffit à l'heure actuelle à 3 grands gérants de patrimoine qui possèdent entre les 3 50 trillions de dollars, c'est-à-dire 50 000 milliards de dollars pour agir sur les monnaies quand ils veulent, comme ils veulent, pour vous faire monter le pétrole ou pour le faire descendre, assister, ce à quoi vous assistez tous les jours, pour leur plus grand bonheur financier. Vous savez que les grandes fortunes à l'heure actuelle, ça m'amène à vous parler des globaux riches, sont sans commune mesure avec les fortunes des hommes que vous avez en tête, des noms que vous avez en tête, c'est-à-dire des Rothschild, des Rockefeller, des Carnegie. Ce sont de petites fortunes désormais. Hein. La fortune d'un Bill Gates, c'est la sphère réelle, mais la fortune d'un certain nombre d'associés de Goldman Sachs et d'autres banques. Hein, il y en a beaucoup d'autres de tout horizon ont des fortunes à l'heure actuelle qui excèdent largement le produit national d'au moins 80% des États constitués à l'heure actuelle. Autrement dit, l'oligarchie économique est un fait dont on ne vous parle pas, parce qu'on continue à vous parler, là ça m'énerve, on continue à vous parler de démocratie, et avant même que je vous cite un des mots qui m'a beaucoup intéressé, qui est celui de Lazarus. Ces oligarchies économiques posent effectivement un problème aux oligarchies politiques, aux anciennes nations, y compris d'ailleurs à la nôtre. Le pouvoir de ces oligarchies est tel que les pouvoirs politiques des anciennes nations doivent obligatoirement composer avec elles. La corruption devient à l'heure actuelle une activité très importante de l'activité économique mondiale. Ça fait 3 à 4%, sans qu'on le dise, parce que on connaît à peu près, nous, quand on fait un peu d'économie, le montant des commissions sur les grands contrats. Nous savons comment ces commissions sont partagées. Nous nous doutons que les capacités financières des oligarchies économiques sont telles que les gouvernements sont obligés, qu'ils soient à Bruxelles ou pas, à Bruxelles n'en parlons pas, puisque c'est le royaume. Il faut quand même expliquer pourquoi M. Juncker est président alors qu'il gouverne un des paradis fiscaux les plus permanents d'une Europe qui pourtant est contraire aux paradis fiscaux, préside l'Assemblée ou le Parlement européen. Bref, le pouvoir financier de l'oligarchie, des oligarchies financières, est désormais tel que le pouvoir ou les pouvoirs politiques sont indiscutablement de plus en plus limités dans leurs prérogatives. D'ailleurs, comment opèrent-ils à l'heure actuelle, ces pouvoirs politiques? Ils sont obligés de se défendre. Et comment ils se défendent? Ils ont 2 façons de se défendre, que vous vivez tous les jours. Et vous les vivez, à mon avis, sans avoir tout à fait conscience de ce pourquoi ils sont là. La médiatisation d'une part. Mais enfin, en France, on sait très bien que c'est 3 grands titulaires de grandes fortunes qui possèdent la quasi-totalité des chaînes d'information. C'est quand même pas par hasard qu'il y a c'est pas une connivence, c'est une alliance de fait entre les oligarchies économiques, les oligarchies financières et la médiatisation utilisée par le pouvoir politique. Qu'est-ce qui reste au pouvoir politique? Il reste, moi je
dois dire que je souris comme un fou quand on me parle de simplification. Comment se défendent les pouvoirs politiques à l'heure actuelle? Par la bureaucratie. Ils ne se défendent qu'en émettant à l'intérieur des frontières nationales un certain nombre de réglementations qui essaient tant bien que mal de limiter les pouvoirs oligarchiques, mais qui limitent votre propre liberté. Enfin, imaginez, non, ils sont trop jeunes. Enfin, moi qui suis né à Nice, qui de temps en temps, souvent, allait de Nice à Paris en voiture, je me souviens que je marchais à 140 à l'heure, et qu'aujourd'hui, la dernière fois que j'ai essayé de rejoindre Nice de Paris, j'ai eu droit à une ceinture de sécurité, j'ai eu droit à des limitations de vitesse permanentes de 100 à l'heure, puis de 80 à l'heure, puis de 60, puis de 50. Vous savez que maintenant on demande sur le périphérique parisien 50, puis on vous demandera 30, pour une raison d'ailleurs, sur laquelle je vais revenir, qui est la démographie. Tout simplement parce que nous étions 20 millions sous Napoléon, 40 millions en 1940, nous sommes aujourd'hui 67 millions, autrement dit que la façon d'ordonner les populations diffère forcément en fonction de leur nombre. Est-ce que cette bureaucratie qui est indiscutablement faite par le pouvoir politique, pour limiter le pouvoir croissant des oligarchies, elle limite votre propre liberté? C'est ainsi que lentement mais sûrement, la bureaucratie s'ajoute en tant que moyen de défense des pouvoirs politiques, des oligarchies politiques, aux oligarchies économiques. Bref, la domestication s'accroît dans tous les domaines, à la fois la domestication économique, qui s'opère par l'espèce maintenant, je l'ai vécu à Dauphine, mais ça va très vite. Lentement mais sûrement, vous voyez qu'on vous parle en France de moins en moins, en Amérique n'en parlons pas, de moins en moins du CNRS et des autorités, je dirais, publiques de la recherche, et qu'au fond, tous ceux qui sortent des grandes écoles à l'heure actuelle, je pense à Polytechnique, je pense à l'école normale, savent que c'est les laboratoires privés qui les attendent, sans même parler des grandes équipes financières. Donc cette domestication économique s'ajoutant à la domestication politique conduit, ce sur quoi je voudrais insister en allant un peu vite sur cette domestication, à la domestication sociale. Cette domestication sociale se fait à l'heure actuelle par l'alliance inévitable entre ces oligarchies, et ça c'est votre génération qui va la vivre, mais ce sera très long. Et la constitution d'une oligarchie mondiale. Cette oligarchie mondiale, parce que ces grandes entreprises devenues mondiales, elles ont désormais largement dompté les pouvoirs politiques nationaux. D'ailleurs, vous voyez bien, on ne vous parle pas à l'heure actuelle, vous voyez bien que les socialistes eux-mêmes, tout est perdu qu'ils étaient de liberté, d'égalité, de fraternité, ils doivent composer avec les grandes entreprises. Et vous voyez qu'ils ne prennent aucune mesure économique, je ne dis pas sociale, au code du travail, qui puisse d'une façon ou d'une autre les contredire ou les contrecarrer. Donc cette domestication sociale, est-ce que deux derniers points. Est-ce qu'on peut y résister? Je pense aux jeunes. Est-ce qu'on peut y résister? Vers quoi elles nous conduisent? Est-ce qu'on peut y résister? Alors c'est là où je sais une émission de télévision avec j'étais à côté de Guédo, et il m'a dit que mon point de vue était assez nihiliste. Est-ce qu'on peut y résister? Et comment? Est-ce qu'on peut résister justement à tous ces grands pouvoirs? Est-ce qu'on voit se manifester beaucoup les jeunes en France? Ici, j'en vois quelques-uns, enfin, pour la première fois,
Mais est-ce que les jeunes contestent à l'heure actuelle le sort qu'il leur est fait? Le nombre de jeunes qui n'ont plus comme travaux que des emplois relativement précaires, pour un certain nombre d'entre eux. Est-ce que l'on voit de la part des jeunes naître une quelconque résistance politique? La réponse est non, visiblement. Est-ce qu'on voit des pouvoirs judiciaires de nature nationale ou mondiale résister par exemple au pouvoir de la corruption? Non. Non, on raconte de temps en temps qu'on a saisi à la frontière un paquet de drogue, mais il n'y a pas de pouvoir organisé. Donc je vois un peu comme Canetti. Je me signale, à mon avis, c'est un point de vue philosophique, et je parle de ma gauche parce que je sens que ma gauche a une formation philosophique. Un des grands ouvrages de ce temps, c'est Masse et puissance de Canetti. Je crois qu'il y a effectivement désormais 3 catégories d'individus, déjà dans toutes les communautés nationales. Non, parce que vous savez bien que la Chine a évolué très rapidement vers un système qui se voudrait bien la nature de celle de ce que je viens de vous décrire. Est-ce que l'on voit une résistance organisée à cet égard? Non, pourquoi? Parce que les collectivités humaines, nationales, et même à mon avis, c'est ça la mondialisation sociale. Il y a trois catégories d'individus désormais. Enfin plutôt, ce ne sont plus des classes sociales à la Marx. Ce sont plus des clans, ce ne sont plus des castes. Il y a 3 catégories, disons, d'individus. Il y a ce que j'appellerais la masse passive, la masse active et les oligarques. En gros, je dirais que ça fait 80 à 90% pour la masse passive, qui fait, sans pouvoir le contester, ce que les grandes oligarchies lui disent de faire. Il y a quand même 10% d'individus, ceux qui sont là aujourd'hui, qui appartiennent à ce que j'appellerais la masse active. Vous appartenez à la masse active, ne fût-ce que parce que vous avez quand même opéré un choix dans votre emploi du temps et que vous préférez m'entendre vous promettre un futur terrible plutôt que de rester devant vos postes de télévision à suivre je ne sais trop quelle magnifique émission qui n'arrête pas. Je sais pas, ça a commencé à Marseille à l'époque où il n'y avait pas de Kalachnikov. Et qui désormais s'étend tous les jours. Ça s'appelle la vie. Plus belle la vie. Voilà. Non mais c'est une façon magnifique d'illustrer très exactement le pouvoir des grandes oligarchies et la passivité de la masse. La masse est très heureuse tous les soirs de voir Plus belle la vie, où on lui raconte, on ne sait pas n'importe quoi, on fait un scénario par jour. La masse active, d'une certaine façon, c'est nous. C'est-à-dire que nous sommes quand même conscients de ce qui se passe. Et de temps en temps, on voudrait bien essayer sinon de l'empêcher du moins de ralentir le mouvement. Et puis il y a les synarques qui nous regardent avec un œil même pas pensif, parce que les synarques sont des gens qui agissent, ça pense peu, n'est-ce pas? Il ne faut pas oublier quand même que la violence détermine l'histoire. L'histoire, c'est l'histoire du pouvoir et de la violence. C'est pas l'histoire de Plus belle la vie. Heureusement que... Pourquoi dit-on qu'à l'heure actuelle, le plus grand chef d'État européen, c'est Poutine? Tout simplement parce que Poutine, il agit. Donc les grands pouvoirs agissent. Pour Poutine, vous le voyez. Mais la grande entreprise pétrolière et gazière dont le président est comme par hasard, un ancien chancelier de l'Allemagne, ça vous le voyez pas. Hein, bon, bref. Mais quand Poutine veut vraiment parler sérieusement, c'est avec lui qu'il parle. C'est pas avec les auditeurs de Plus belle la vie. Donc,
les globaux riches ou les globaux... C'est pas moi. Je n'y arrive pas. Les grands pouvoirs constitués, les oligarques, le mot dont je vous annonçais qu'il m'avait vraiment séduit, c'est le mot de Lazarus, n'est-ce pas? C'est la politique, c'est l'art de faire croire que la démocratie est possible. En plus, l'art aussi de faire croire, de nous empêcher de nous apercevoir que nous ne sommes plus en démocratie, que ce sont des mots qui désormais sont vides de sens, que nous sommes dans les oligarchies, comme d'ailleurs l'étaient les Romains et les Grecs, hein, parce que alors, quand on vous présente les Grecs comme un État démocratique, il faut être socialiste pour ça. Hein. Bon, parce que, oui, non, mais il y avait 80% de métèques, de paysans, il y avait 10% de métèques, et il y avait 10% de citoyens, et dans les 10% de citoyens, il y avait deux familles, ça ressemble à nos... Il y avait une immense masse passive, il y avait une masse active, c'était les citoyens, et dans les citoyens, il y avait quelques oligarques, c'était deux, trois familles. Bon, donc Rome, c'était la même chose. Hein. Donc les sociétés n'ont jamais été faites pour être démocratiques, jamais. Bon. Il faut faire croire aux individus qu'elles peuvent l'être ou qu'elles le sont. Ils sont contents, c'est comme plus belle la vie. Mais bon, pour nous qui sommes ici, j'espère que nous ne tombons pas dans ce panneau. Dernier point, est-ce que c'est la fin de la domestication? Alors il y a un sujet que je n'ai pas traité, il y a deux sujets que je n'ai pas traités d'ailleurs. Je n'ai pas traité le sujet sur le travail et le progrès technique. Et je n'ai pas traité le dernier sujet dont je vais vous parler. Hamilton, qui est un très grand scientifique du monde des animaux et en particulier des espèces. Voilà pourquoi je retiens l'espèce des insectes, montre très, très clairement dans un magnifique ouvrage. Curieusement d'ailleurs, il n'a pas été édité en français, mais au Canada, il est très difficile de se procurer. Il montre un énorme ouvrage, il pose le concept d'ensocialité. C'est-à-dire comment les individus peuvent vivre ensemble, d'autant d'ailleurs, je le répète, qu'ils sont désormais de plus en plus nombreux. Et il montre que nous ne sommes pas l'espèce humaine, même si nous sommes de plus en plus domestiqués, et même si nous le serons de plus en plus, nous ne sommes pas encore au niveau définitif, qui est le niveau 4 de l'ensocialité. Nous ne sommes qu'au niveau 3. Pour quelle raison, profondément? Là, je sens que je vais avoir des questions. Pour quelle raison? Tout simplement parce que, sous la théorie génétique d'Hamilton, il s'interroge, pas essentiellement, mais surtout sur les fourmis. Il constate deux choses. D'abord que les fourmis, telles que vous pouvez les voir sur vos écrans, elles suivent le branchage pour aller se nourrir, mais elles ne s'écartent pas du branchage. Dire qu'elles sont domestiquées, c'est peu dire. Hein. De temps en temps, il y a un ou deux soldats sur les bords de la route, mais elles suivent toute leur route, les soldats n'ont pas à intervenir, et elles semblent heureuses. Elles ne contestent pas. Elles s'en vont chercher la feuille et la porter dans la termitière. Et la deuxième caractéristique de ces fourmis, c'est qu'il y a un monopole sexuel, c'est celui de la reine. Et quelquefois de 2 à 3 reines. Mais que le reste de la fourmilière, la sexualité est bannie. Plus personne n'a d'activité sexuelle. Ça veut dire quoi d'ailleurs? C'est très compréhensible. Bon, chacun sait que les deux sources de désordre, c'est le pouvoir et le sexe. Bon, ça, par définition, il n'y a pas de pièce de théâtre, de film, qui ne voit pas effectivement que le désordre peut naître en permanence du sexe. Donc, si on enlève le sexe, on enlève le désordre. J'ajoute que, pour ceux qui sont chrétiens, que vous allez faire venir, toutes les religions au monde ont bien compris que le sexe était une source de désordre. Toutes les religions du monde ont édicté un certain nombre de lois pour limiter l'exercice
de la sexualité. Donc, je ne sais pas si je vais vous choquer, peut-être pas, mais bon. Donc, est-ce que nous n'allons pas un peu plus loin encore? Est-ce que nous sommes au niveau 3 de l'ensocialité? Et nous sommes de plus en plus au niveau 3 parce que la démographie fait que notre nombre s'accroissant, notre domestication économique, politique et sociale va aller croissante. Nous ne sommes pas au niveau 4. Pour être au niveau 4, il faut supprimer l'activité sexuelle. D'ailleurs, ça commence. Attention. Il y a comme, il commence à y avoir des signes. Il commence à y avoir des signes tels que on se veut indépendant dans la procréation de l'activité sexuelle. Les généticiens travaillent activement à l'heure actuelle sur, non pas à l'heure actuelle la programmation assistée, mais sur la création automatique hors toute relation sexuelle entre génome, gène. Bon, donc peut-être vous avez 20 ans, donc à mon avis vous ne vivez pas encore dans ce monde-là. Mais rien n'interdit de penser que vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants n'auront peut-être l'occasion de vivre le désordre dans lequel vous met la vision d'une jolie femme passant, ou d'une jolie jeune fille dont vous seriez bien sûr amoureuse. Donc la domestication qui est la nôtre aujourd'hui, à mon avis, elle ne peut aller que croissance. Pour première raison, une démographie qui est galopante. Je rappelle quand même qu'au début du XIXe siècle, la véritable lancée du progrès scientifique, on pense que l'espèce se limitait à un peu moins d'1 milliard. Au début du XXe siècle, on était à 3. Aujourd'hui, on est à 7. Toutes les prévisions font qu'en 2050, certains pensent que nous serons déjà à 10 milliards. Donc nous aurons face à nous un problème de faire régner l'ordre, non pas dans le village, qui n'existe plus ou peu, ni dans des populations, ni dans une espèce limitée à 1 milliard, mais une espèce limitée à 10 milliards, faite d'individus qui peuvent communiquer comme ils le veulent. Deuxième raison de cette domestication croissante, il n'y a plus de contre-pouvoir réel. On vous fait croire qu'il y a des contre-pouvoirs. Mais il n'y a pas de contre-pouvoir. D'ailleurs, en France, je dois dire que ça me fait, je regarde, ça me fait sourire, et c'est ce que mon présentateur a bien voulu qualifier d'humour, je crois. Mais la grande réponse politique à l'alliance objective de l'UMPS, la grande réponse qui vient de l'UMP, c'est le FNS. Donc, autrement dit, on voit très bien et très clairement que toute résistance d'ordre politique sera de plus en plus difficile. Et c'est ce par quoi je voudrais terminer. Qu'est-ce qui va nous rester comme source de désordre? Soit l'utilisation de la bombe atomique, sur quoi, contrairement à ce qu'on vous raconte aussi, les grands pouvoirs planchent à l'heure actuelle là-dessus. Hein. On planche à l'heure actuelle sur d'où peuvent venir la prochaine guerre atomique. Il ne faut pas croire que nous sommes tous ici tranquilles et on estime que nous ne serons pas touchés. Certes, et à mon avis, il y a peu de chances que nous le soyons. Mais les grands pouvoirs, première source de désordre. Deuxième source de désordre, le sexe. Alors, il est plus facile de supprimer le sexe que de supprimer les bombes atomiques. Je vous remercie.